Bonjour tout le monde, je m'appelle Pierre-François Guglielmi, je suis Technical Manager Partner Solutions chez Rubrik. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que je m'occupe de tout ce qui est évangélisation et tech marketing pour les solutions qu'on a avec nos alliances, nos partenaires alliances. Euh, alors, le titre Data Management, Data Protection, Data Management, vous allez comprendre pourquoi j'ai voulu parler de ça aujourd'hui. Avant ça, je me présente un tout petit peu. Si jamais vous voulez me joindre, me suivre, je suis sur Twitter comme souvent. En termes d'expérience, d'où je viens, j'ai fait d'abord du client final dans l'IT. Ensuite, je suis arrivé chez un distributeur. Or, ceux qui sont dans le milieu de la Virtu depuis longtemps ont connu peut-être Amosdec. J'étais chez Amosdec. C'est d'ailleurs essentiellement là-bas que j'ai commencé à faire des Virtus, notamment en étant formateur VMware. Et puis ensuite, je suis parti chez les éditeurs. J'ai notamment, avant de rejoindre Rubrik, fait 11 ans de Vim avant. Voilà. Et puis en termes de certification technique, ce genre de choses, beaucoup de Windows Server avant, énormément de VMware, et puis maintenant plus du cloud, notamment avec Azure, un peu d'AWS. Voilà. Et puis quand je travaille pas, j'essaye de faire du CrossFit. Alors j'aime bien parler de ça parce que déjà ça change un peu de l'IT. Mais aussi parce que quand on pense à Rubrik en l'occurrence, et je vais en reparler un tout petit peu, le premier type de positionnement de Rubrik, c'était l'hyperconvergence de la sauvegarde. Le CrossFit, c'est un peu l'hyperconvergence des sports. Voilà, donc je me suis pas trompé en fait. Alors, l'agenda, de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc de ce débat data management, data protection, une petite question pour vous. Qui ne connaît pas ou peu Rubrik? Et n'hésitez pas, soyez pas timide, hein, c'est pas... Ok, cool. Donc on va refaire un petit peu une petite introduction de ce que c'est que Rubrik. On parlera de quelques nouveautés, essentiellement évidemment par rapport à VMware. Donc des nouveautés qui sont soit là, qui seront soit bientôt là. Ensuite, on rentrera un petit peu plus dans la problématique de data management plus que de data protection. Et ça va se faire à travers ce qui suit, en l'occurrence la plateforme Polaris. Alors, un petit rappel sur ce qui est Rubrik. Donc je l'ai dit en préambule avec l'histoire du CrossFit et tout ça, l'hyperconvergence. L'idée première de Rubrik, c'était de dire ok, les solutions de sauvegarde telles qu'on les a connues, en tout cas jusqu'à il n'y a pas longtemps, trop compliquées. D'ailleurs, souvent quand vous pensez sauvegarde, pensez à des choses compliquées, pas très sexy, qui font pas envie, qui nécessitent du temps et de l'argent et de la surveillance et bref. Pas le sujet le plus intéressant a priori. Donc la première idée de Rubrik, ça a été de dire ok, on va tout simplifier. Comment? Si on regarde les solutions telles qu'elles se faisaient la plupart du temps, ça ressemblait un peu à ça. C'est-à-dire tout un tas de composants pour tout gérer. Le logiciel de sauvegarde, le matériel, le catalogue, les proxys, les repositories, la dédupe, etc., etc. Puis j'éclate tout ça en fonction de la taille des environnements évidemment sur différents types de serveurs qu'il faut que je gère, que j'installe, que je mette à jour, que je maintienne, etc., etc., etc. Donc du coup, ça devient un petit peu compliqué tout ça. Surtout sur la partie maintenance, mise à jour, etc. Et puis en plus de ça, dans certaines solutions, il y a certains de ces composants-là qui sont des SPOF, des single point of failure, parce qu'ils ne sont pas clusterisables ou ils ne sont pas hautement disponibles ou ce genre de choses. Donc ça peut être problématique en plus de ça. Donc l'idée c'était de dire, ok, on simplifie tout ça, et tous ces rôles-là, on les met dans une appliance. Et du coup, cette appliance, elle a tous les rôles. Elle est logiciel de sauvegarde, elle est proxy, elle est repository, elle fait la dédupe, il y a tout. Vous pouvez regarder si elle est dans l'App Store. Merci Siri. Et donc du coup, on élimine les SPOF, tout est distribué, tout est hautement disponible, donc les données sont distribuées, il y a un espace de nom global. Donc dans le cluster, votre système de stockage est distribué, les métadatas sont distribués. Il n'y a pas un catalogue qui est quelque part, qui est sur un des nœuds et pas ailleurs qu'il faut protéger. Tout est distribué aussi. En plus de ça, si on pense au catalogue et aux métadatas et ce genre de choses, nous, évidemment, on les stocke de manière distribuée dans le cluster. Mais en plus de ça, on en stocke une copie aussi avec les fichiers de sauvegarde. Donc si c'est externalisé, si on externalise les backups, on externalise les métadatas aussi. Donc on n'a pas ce SPOF-là. Mais quand je parle d'appliance, ce qui est important, c'est alors déjà... on peut penser physique, oui, on a des appliances physiques, mais pas que.
On peut aussi installer la solution, parce qu'après tout, Rubrik, c'est un éditeur de logiciel. On peut installer la solution sur des serveurs de l'industrie standard, hein, que ce soit Dell, HPE, Cisco par exemple. Après, on a aussi des versions virtualisées pour un certain nombre de cas d'usage. Je pense aux service providers, je pense aux sites distants. J'ai des sites distants où il y a moins de données, il y a moins de machines à protéger. Je vais mettre une petite appliance virtualisée qui va ensuite s'interfacer avec mon cluster en centrale par exemple. Et puis après, on a des versions virtuelles aussi du cluster pour les clouds publics. Bref. Donc cette appliance, je l'ai dit en termes d'architecture, il n'y a pas un nœud qui est plus important que l'autre. C'est-à-dire qu'on est sur du masterless. Tous les nœuds ont les mêmes rôles. J'élimine les SPOF déjà rien qu'en disant ça, puisque tout est distribué. Donc je l'ai dit, on a un système de fichiers propriétaire qui s'appelle Atlas, qui distribue toutes les données, avec évidemment de la redondance et de la haute dispo. On fait de l'erasure coding notamment. Et puis, autre chose qui est très important, c'est ça. Et ça, je vais revenir là-dessus. On a une architecture API first. Vous allez voir, je vais en reparler, mais ça va être extrêmement important. J'ai parlé de simplicité. Donc on simplifie l'architecture, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ça? En termes de déploiement déjà. Dans la mesure où j'ai des appliances, je peux commencer d'ailleurs avec une seule appliance. Je n'ai pas besoin de prévoir tout de suite mes besoins à 3-5 ans sur une évolution de je ne sais pas combien de croissance par an. Je peux vraiment faire évoluer au fil de l'eau. Ça c'est aussi un avantage. Donc je mets ma première appliance, donc je la branche, je la démarre. Il y a un process qui s'appelle le bootstrap qui prend, en général moins de 30 minutes. Parfois, on est aux alentours du quart d'heure. Mais quand je dis moins de 30 minutes, c'est-à-dire qu'une fois que le bootstrap est fait, on peut commencer à faire des backups. Ça va vraiment très vite. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que comme l'architecture, elle est masterless et qu'elle est scale-out, je peux tout à fait la faire grossir au fur et à mesure de mes besoins. Et pour ce faire, j'ai juste à rajouter des nœuds, des appliances, dans le même cluster. Et tout sera distribué dans l'ensemble du cluster. Je garde un espace de nom global. Donc pas de complexité à ce niveau-là, et puis je peux vraiment faire grossir le cluster presque autant que je veux. Autre chose en termes de simplification, l'interface. J'ai dit tout à l'heure que souvent les solutions de sauvegarde, c'était pas très très sexy, notamment à cause des interfaces. Les choses sont en train de changer heureusement. On a ce type d'interface web maintenant, depuis le début chez Rubrik en tout cas, où j'ai pas besoin de clients. J'ai pas de client lourd à installer, à déployer. J'ai pas de prérequis de composants. J'ai pas de flash. J'ai pas de choses comme ça. C'est juste du HTML5 pur. Donc ça, c'est plutôt très agréable parce qu'il n'y a pas besoin de s'occuper de quoi que ce soit. Et puis l'interface est quand même plutôt claire et assez intuitive. Donc du coup, ce que je vous propose tout de suite, puisque je suis en train de parler d'interface, c'est d'aller voir comment ça se passe. Donc quand je me log, j'arrive sur cette interface, encore une fois, on est sur du HTML5, donc il n'y a rien à installer. J'arrive sur cet onglet résumé qui me donne un petit peu l'état des lieux de mon cluster. Donc je vois ce qui se passe, je vois l'activité, je vois ce qui est en cours, ce qui ne marche pas. C'est un lab. Un lab qui est bien utilisé en plus, on lui met bien dans la tête à celui-là. Bref, un petit peu de statistiques, voilà, des choses comme ça. Donc vous avez une vue globale, l'état de santé du cluster, des nœuds dans le cluster. Puis après, je vais pouvoir naviguer dans tout ça. Alors, la manière dont ça fonctionne, prenons l'exemple de VMware. J'ai un environnement VMware à protéger. Évidemment, on va utiliser les API pour la protection de données fournies par VMware. Et donc faire du backup de VM basé sur des snapshots classiques, j'allais dire. Donc pour pouvoir faire ça, on va faire de la découverte automatique en allant ici. On va tout simplement venir ajouter nos vCenter. Je dis no parce qu'on n'a pas forcément qu'un seul. Donc je viens cliquer sur le petit plus là-haut, je mets l'URL de mon vCenter, les credentials qui vont bien, je fais OK, et la découverte se lance. Et donc là, je vais découvrir tout l'inventaire. À partir de là, je vais tout simplement pouvoir browser ici mon inventaire. Alors les VM, les dossiers, les clusters, etc. etc. Chose relativement classique. Donc il n'y a pas quoi que ce soit à aller installer sur l'environnement VMware pour pouvoir faire ça. On est sur l'utilisation classique des API. Je reviens sur ma présentation et on va parler de 2-3 autres choses. Donc je le disais, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'effectivement on va avoir de la découverte automatique. Donc là je parle des environnements virtualisés. Si on est sur du physique, forcément on va plutôt passer par des agents. Alors d'ailleurs agents qu'on n'appelle pas agents, nous on appelle ça connecteurs, parce que c'est pareil quand vous pensez aux agents de sauvegarde en général, c'est aussi des choses un peu compliquées à gérer souvent.
parce qu'il y a différentes versions pour différentes versions d'OS et d'applications, etc., etc. Et puis c'est compliqué parce qu'il faut les maintenir à jour, parce que si c'est pas à jour, et alors qu'il y a eu une mise à jour de l'appli ou de l'OS, et ben l'agent il marche plus. C'est lourd. Donc non, on a un petit agent léger qui peut être utilisé pour ça. Et c'est genre, vous avez des Windows, pour toutes les versions de Windows supportées, c'est une version d'agent, vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper. Même chose pour les distributions Linux portées, même chose pour AX, pour Solaris, pardon, SQL, Oracle, etc. etc. Donc il n'y a pas de casse-tête, et en plus de ça, ces agents se gèrent et se mettent à jour automatiquement. Donc il y a vraiment zéro maintenance. Donc du coup, je disais comment ça marche. Donc j'ajoute mes vCenter par exemple, j'ajoute mes agents physiques, je peux les déployer automatiquement. Je peux découvrir aussi mes applications, j'ai parlé de quelques-unes, de SQL, d'Oracle, de choses comme ça. La solution, et on va aussi aller regarder ça, elle fonctionne, je parlais de simplification et je reviens à ça, avec des politiques et non pas des jobs. Encore une fois, je reviens à mes solutions de sauvegarde traditionnelles, souvent vous devez créer des jobs, les configurer, les planifier. Et puis, bien souvent, vous en arrivez à un point où il faut gérer votre planification et faire en sorte que les jobs ne se marchent pas dessus, si vous voulez que tout se passe bien et que vous ayez suffisamment de temps pour vos fenêtres de sauvegarde, etc. Tout ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a voulu simplifier. Donc, au lieu d'avoir des jobs, on a ce qu'on appelle, nous, des SLA domain. Ce sont des politiques. Et l'idée, c'est de dire, monsieur le client, plutôt que de penser à vos jobs de sauvegarde, pensez aux besoins de vos workloads que vous devez protéger. Vous savez de quel RPO ils ont besoin. Vous savez s'ils ont besoin d'être répliqués ou pas pour le DR. Vous savez quelle rétention ils vous font en local pour les restaurations rapides. Et vous savez quelle rétention long terme il vous faut aussi pour d'autres types de besoins. Et bien, puisque vous connaissez tous ces besoins-là, mettez-les dans une politique, un SLA domain rubrique. Et une fois que vous avez fait ça, vous attachez le SLA domain aux objets à sauvegarder, quels qu'ils soient, que ce soit de la VM, du physique, de l'appli, du NAS, etc., peu importe. Et vous ne pensez plus à rien. Il n'y a plus de job à gérer. Okay, tout va se faire automatiquement, c'est le système qui va gérer tout le reste derrière. Mais vous ne pensez plus au job. Et donc du coup, dans ces SLA domain, on va aussi pouvoir inclure, je le disais, la partie rétention long terme, archivage, avec des guillemets. Je ne parle pas d'archivage légal. Qu'on va pouvoir faire plutôt sur du stockage moins cher. Donc on va le déporter, on va le sortir du cluster rubrique pour réduire les coûts. Et quand on pense à de la rétention long terme, du stockage long terme, capacitif, etc., moins cher, souvent on pense à du stockage objet. Alors ça peut être du NAS ou de la bande, mais le stockage objet c'est pas mal aussi. Et quand je parle de stockage objet, ça peut être privé bien sûr, comme ça peut être du cloud public. Donc de l'AWS, du S3, du Glacier, du Blob Azure, des choses comme ça. Okay. Avec tout ça, que les données soient externalisées, qu'elles soient sur le cluster, peu importe, ce sera toujours la même chose. On va indexer tout ça. Donc on génère des métadatas. J'insiste là-dessus parce qu'on va reparler de tout ça tout à l'heure. Les métadatas, c'est quelque chose d'extrêmement important dans les solutions rubriques. Et donc ça va nous permettre de faire de la recherche type Google, c'est-à-dire que c'est vraiment de la recherche instantanée. Vous commencez à taper des choses dans l'interface, les résultats apparaissent tout de suite. Et donc on va pouvoir faire ça pour chercher des machines, pour chercher des fichiers, pour chercher des choses comme ça, et faire de la restauration granulaire très rapidement. Même si les données sont externalisées. Ça ne change pas le problème. En termes de sécurité, juste quelques mots sur les aspects sécuritaires, je vais en reparler, mais deux choses par rapport à la lutte contre les ransomware sur les données de sauvegarde. Un, notre système de fichiers fait qu'on a de l'immuabilité parce qu'en fait on fonctionne avec ce qu'on appelle nous des snapshots. En fait nos backups on les appelle des snapshots parce qu'une fois qu'on a écrit des données pour un backup, ces données-là, ce snapshot-là est verrouillé, il est plus modifiable, il est plus accessible, sauf en lecture évidemment. Donc il peut pas être chiffré par exemple, il peut pas être modifié. Donc il est verrouillé. C'est immuable. Et puis l'autre chose, et ça on en parlera plus tard, c'est Polaris Radar, où là on va vraiment faire de la détection d'attaques ransomware par exemple, donner la visibilité au client pour qu'il puisse faire ses restaurations uniquement de ce qui a été impacté. Donc ça j'en ai parlé, ça aussi, du coup j'ai fait plusieurs slides en un, c'est parfait. Rapid ingest, en termes de capacité d'ingestion des données, il y a un certain nombre de choses qui sont faites. Évidemment, si on parle d'environnement VMware par exemple, une des choses qui nous aide beaucoup, c'est le change block tracking. On va l'utiliser, bien entendu. Après, il y a d'autres types de workloads. On va avoir aussi des techniques
un peu plus propriétaire, je pense à du SQL par exemple. Mais on va évidemment faire ce genre de choses. Deuxième chose qui est importante, c'est que puisqu'on a un cluster où tous les nœuds ont les mêmes rôles, tous les nœuds vont pouvoir servir à faire du backup. Donc du coup, on va répartir les flux sur tous les nœuds. Et chaque nœud a une capacité d'un certain nombre de flux, et donc du coup, on va pouvoir paralléliser comme ça au maximum des capacités du cluster pour faire en sorte de réduire les fenêtres de sauvegarde. Autre chose en termes de rapidité d'ingestion, c'est que les clusters, si on parle des clusters physiques, embarquent du flash, des disques flash. Donc on se sert aussi de ça pour faire de l'ingestion un peu plus rapide. Et je voulais dire autre chose, mais je ne sais plus quoi. Mais c'est pas grave. Alors, puisqu'on parlait de rapidité de restauration, de rapidité tout court. En termes de restauration, on a aussi la capacité, alors comme je pense dans beaucoup de solutions maintenant, de faire de l'instant recovery. Là où ça devient intéressant, c'est que l'instant recovery, en général, on le pense pour des machines virtuelles. Évidemment, on le fait pour les machines virtuelles. Mais là où c'est sympa, c'est qu'on peut le faire aussi pour de l'applicatif. Typiquement des bases de données. Donc on va être en capacité d'appliquer les mêmes types de techniques d'instant recovery. Donc c'est-à-dire présenter en fait une image sauvegardée de quelque chose, d'une VM ou d'une base de données, directement depuis le stockage Rubrik à l'environnement de production. Et donc ça, on est en capacité de le faire aussi pour SQL et Oracle. C'est pas que les VM. L'autre chose qui est intéressante, c'est qu'il y a l'instant recovery qui est vraiment cette opération de publication depuis le stockage de sauvegarde pour des besoins de restauration. Mais on peut aussi se servir de ça pour faire du test, dev, pour remettre une copie à disposition à un responsable applicatif par exemple, pour qu'il ait, je sais pas, pour qu'il puisse faire ses tests de mise à jour, j'en sais rien, peu importe, on peut imaginer plein de choses. Et ça, on appelle ça du live mount. Donc là, dans ce cas-là, on n'est pas en train de faire une opération de restauration qui, en quelque sorte, viendrait écraser l'ancienne copie, l'ancienne donnée de production. On vient faire ça en parallèle. Donc on garde la donnée de prod classique et on vient mettre à disposition une copie en parallèle pour faire ce qu'on a besoin de faire. Donc je le disais, en termes de sécurité, plusieurs choses. Il y a du chiffrement de bout en bout. Alors quand on dit de bout en bout, c'est évidemment à l'ingestion, quel que soit l'environnement, qu'il soit physique ou virtuel, ou applicatif. C'est aussi at rest, c'est-à-dire les données qu'on sauvegarde sur notre stockage à nous, c'est chiffré. Mais aussi quand on externalise, c'est-à-dire que j'externalise vers du stockage objet, du NFS ou de la bande, tout ça, ça va être chiffré. J'externalise vers du cloud public, ça va être chiffré aussi. Je réplique mes données vers un cluster Rubrik sur mon site de disaster recovery, tout ça, ça va être chiffré aussi. On embarque tout ce qu'il faut pour faire le chiffrement, néanmoins, il est tout à fait possible pour les clients d'utiliser une solution de chiffrement externe et de gestion de clés externe. Et puis donc, je le disais aussi tout à l'heure, on a de l'immuabilité native, on fonctionne avec du snapshotting. Donc j'écris une donnée de sauvegarde, ça devient un snapshot qui passe en lecture seule. Du coup, si jamais il y a une attaque ransomware qui vise le cluster Rubrik, au pire, le système peut-être, qui pourra être impacté, mais pas les données de sauvegarde. Et comme en plus de ça, rappelez-vous, j'ai dit que les métadatas, non seulement elles sont distribuées dans tout le cluster, mais en plus de ça, on en a une copie avec les données de sauvegarde. Si vous avez une donnée de sauvegarde qui a été externalisée sur du stockage d'objets ou quelque chose comme ça, vous pouvez tout à fait reconnecter cette archive-là à pourquoi pas un nouveau cluster si jamais il y a besoin, et relancer, faire vos restaurations tout à fait normalement. Donc il n'y a pas de notion de je perds mon catalogue, je peux plus rien faire. Ok. Donc ça c'est pour les petits rappels sur la solution Rubrik Cloud Data Management. Quelques petites nouveautés quand même sur ce qui se passe autour de VMware en l'occurrence en ce moment. Et la première nouveauté dont je voudrais parler, c'est pour vCloud Director. Des utilisateurs de vCloud Director ici ou des clients à vous qui utilisent vCloud Director? Ouais, ok. Alors, l'idée c'est qu'on va vraiment avoir une intégration avec vCloud Director qui est assez intéressante dans la mesure où on va complètement respecter la notion de multi-tenancy. Donc nous, on en a nativement, et on a du airbag dans Rubrik, on va vraiment pouvoir se calquer à l'organisation VCD, se baser là-dessus, et donner les droits aux bonnes personnes sur les différentes organisations, les VIAP, etc. Protéger les VIAP et non pas seulement les VM qui sont dans les VIAP, et faire les restaurations, que ce soit des machines individuelles, des fichiers, des VIAP complètes, etc., etc. Et puis,
ce qui est intéressant, c'est que bien évidemment, on va pouvoir faire tout ça depuis l'interface rubrique. Encore une fois, avec la bonne segmentation sur la gestion de la multi-tenancy, mais pas que. Donc ça, c'est voilà, un petit résumé de ce qu'on peut faire. Je l'ai évoqué, on fonctionne toujours avec des politiques, même si c'est du VCD. On va vraiment voir et découvrir toute l'organisation VCD telle qu'on le ferait pour du vSphere, comme je l'ai montré tout à l'heure. Appliquer les bons droits sur les bonnes organisations ou les bonnes VApp. Et puis en termes de recovery, c'est exactement la même chose que ce qu'on peut faire traditionnellement. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'on a un plugin du coup pour VCD maintenant. Ce plugin, il utilise ce qui s'appelle le vCloud Director Extensibility Framework, qui a été introduit avec VCD 9.1. Et ce framework permet en fait à un plugin tiers de faire en sorte que les actions déclenchées à travers le plugin sont utilisables directement dans l'interface de vCloud Director. Donc ça veut dire que du coup, on se retrouve avec la possibilité de gérer la protection de données VCD, non seulement évidemment dans l'interface rubrique, mais aussi directement depuis l'interface VCD. Et ça, c'est plutôt pas mal, je vais vous le montrer. Et puis la dernière petite chose, et ça c'est assez récent, c'est que le plugin est maintenant VMware Ready Certified. Alors, allons voir tout ça. Donc voilà mon interface vCloud Director. Et donc là, je vais aller sur Data Management. J'avais pas cliqué, ok. Et là, il va me lister en fait toutes les VApp qui sont voilà, qui sont visibles à travers les permissions liées à cet utilisateur-là. Encore une fois, il y a toute la gestion multi-tenancy, airbag, etc. Et moi, j'ai la visibilité sur tout ça là avec ce compte-là. Donc là, vous voyez vos VApp. Vous voyez dans quel statut elles sont, etc. Vous voyez qu'elles ont un SLA, donc ça c'est du rubrique attaché, un SLA qui s'appelle God là dans ce cas-là. Et vous voyez ici les différentes actions que vous pouvez faire. Typiquement, si vous avez besoin de faire un backup à la demande, bah vous sélectionnez votre VApp et vous faites on-demand snapshot directement. Si vous voulez changer le SLA domain pour une VApp en particulier, vous cliquez sur Assign Protection. Et là, vous allez pouvoir dire, bah voilà, les SLA domain qui sont disponibles sur cet environnement rubrique, c'est ça. Vous choisissez le SLA, next, vous l'appliquez. Et là, vous voyez toujours le petit résumé de la politique en termes de fréquence de sauvegarde et de rétention. Donc tout ça, vous le faites directement dans l'interface VCD. Alors la manière dont ça se passe, c'est qu'évidemment il y a le plugin qui fait l'interfaçage et le plugin ce qu'il fait en fait derrière, c'est qu'il fait des calls API. Encore une fois, je vais revenir sur les problématiques d'API un peu plus tard, mais c'est quelque chose qui est quand même très 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 important chez Rubrik. Et puis après, vous avez vos options de restauration ici. Alors, vous voulez restaurer une VApp complète. Alors en plus de ça, quand vous choisissez de restaurer une VApp, donc soit de la restaurer en place, soit de la restaurer ailleurs. C'est ça la différence entre recover et export pour info. Vous pouvez choisir toujours soit de restaurer la VApp entière, soit que les VM que vous voulez dans la VApp. Et puis ça peut être, encore une fois, donc à l'emplacement d'origine ou ailleurs. Ça peut être partiel ou complet. Et puis ça peut être pas forcément les machines complètes. On peut aussi faire de la restauration, par exemple, de fichiers. Et là, pour le coup, on va sélectionner la machine qui nous intéresse. Et on va vraiment faire les calls API nécessaires pour bénéficier aussi de toutes les capacités de recherche et d'exploitation des métadatas de rubrique. Donc là, typiquement, si je tape un nom de fichier et que je fais search, très original, hein, fichier host, en principe, je devrais avoir quelque chose, à moins que je me sois gouré de machine virtuelle. Mais voilà. Et là, il me trouve tout ça. Et après, vous sélectionnez votre fichier, quelle version vous voulez restaurer, etc. etc. Donc c'est vraiment les mêmes capacités que directement dans l'interface rubrique, mais côté VCD. Donc dans des environnements très distribués ou MSP typiquement, ça peut être extrêmement pratique de pouvoir le faire directement depuis VCD. Ok. Revenons-en à notre présentation. La deuxième nouveauté dont je voulais vous parler, pour VMware spécifiquement encore une fois, hein, c'est l'introduction de ce qu'on appelle CDP, Continuous Data Protection. Qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai dit tout à l'heure, quand on fait de la protection de machines virtuelles VMware, on le fait avec les API classiques. Donc on fait du snapshot de VM et on se base sur le snapshot pour faire le backup. Très classique. Sauf que bah on a toujours des clients qui, pour certains types de workloads, ont besoin pas d'un RPO de, je sais pas, 1 heure ou 4 heures ou quelques heures, mais de quelques minutes. Parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre plus de quelques minutes, voire même parfois quelques secondes de données. C'est là qu'intervient le CDP. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on voit là?
Ce qu'on voit là, c'est l'interface de restauration d'une machine virtuelle, rubrique. Et vous voyez les petits points là, ça c'est les backups classiques, donc à base de snapshot VMware, qui sont d'ailleurs application consistants. Mais on voit en plus un petit slider. Et ce petit slider, c'est parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va permettre grâce à ça d'avoir des RPO de l'ordre de sous la minute, on est vraiment sur l'ordre de quelques secondes, mais toujours en bénéficiant de ces points de consistance. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de parler de deux jobs différents, c'est toujours dans le même SLA domain, on va le voir d'ailleurs, où j'active le CDP ou pas. Et j'aurai toujours donc mon backup toutes les quelques heures, application consistant, et entre ces backup application consistants, je vais en fait capturer les IO avec l'API VIO, donc l'API d'IO filtering de vSphere. Et donc je vais capturer ces IO là, je vais les stocker, je vais les journaliser en fait. Et à partir de ça, je vais pouvoir me servir de ça pour pouvoir les rejouer et pour pouvoir dire, moi je veux revenir vraiment à il y a 20 secondes, quoi. Donc là, la granularité du RPO, elle est beaucoup plus fine. Alors évidemment, on n'est pas en train de s'adresser à toutes les machines virtuelles, hein. Le but, c'est pas ça, c'est pas du tout de proposer ça pour toutes les VM. On est vraiment sur de l'élitiste là. C'est-à-dire que c'est vraiment pour des workloads très spécifiques où on peut vraiment pas se permettre de perdre plus que quelques secondes ou quelques minutes de données. Donc voilà, je le disais, on utilise les API VIO pour pouvoir faire l'IO filtering. Alors la manière dont ça se passe côté VMware, c'est qu'il faut utiliser l'API, mais l'API en fait elle permet d'installer le driver d'IO filtering. Donc il faut le fournir ce driver. Donc le driver, on va venir l'installer sur les ESX. Et une fois que c'est fait, donc tout ça, ça se passe depuis l'interface rubrique, hein. Une fois que c'est fait, le petit agent qui est sur le ESX va capturer les IO. Évidemment, les IO sont joués directement sur les disques où sont stockées les machines virtuelles, il n'y a pas de doute, mais ils sont en plus splittés et envoyés au cluster rubrique qui lui va les journaliser. Okay. Là où ça devient pas mal en plus de ça, c'est que nous-mêmes, on a notre propre technologie de réplication entre clusters pour faire du disaster recovery. Et pour le coup, sur le cluster rubrique, on va aussi avoir un listener là. Donc en fait, on a un petit module qui récupère les IO depuis l'IO filtering là, depuis les ESX. Donc il va les écrire ici. Mais en plus de ça, il va les resplitter et les envoyer au cluster qui a été configuré pour la réplication. Ce qui veut dire qu'en fait, sur le site de DR, on va aussi pouvoir bénéficier de RPO extrêmement courts. Donc c'est pas que sur site, c'est aussi pour le DR. La manière dont ça se configure tout ça, comme d'habitude, côté rubrique, c'est extrêmement compliqué. C'est pas vrai, hein. C'est toujours très facile. Ça, c'est mon SLA domain. Donc c'est les politiques que je configure pour gérer ma protection de données. Encore une fois, on ne pense pas job, on pense politique et besoin. Et sur ces politiques, donc j'allais dire tout à fait classiques, hein, là où je définis mes fréquences, mes rétentions, mes paramètres d'archivage, de réplication, etc. Je vais juste venir activer ce petit bouton qui s'appelle Continuous Data Protection, et c'est tout. Je fais OK, j'attache mon SLA domain à mes VM, et c'est parti, je fais du CDP. Donc en termes de simplicité, c'est quand même difficile de faire plus simple, très honnêtement. À partir du moment où j'ai fait ça, j'aurai ma granularité avec mon petit slider au moment des restaurations. Donc, extrêmement simple à mettre en place. Et puis donc, comme je le disais, une fois que j'ai mon SLA domain, j'ai juste à aller l'attacher sur mes objets, machines virtuelles qui ont besoin de faire ce genre de choses. Bien entendu, l'interface rubrique va pouvoir me donner de la visibilité sur ce qui se passe au niveau CDP, savoir si on respecte les SLA, savoir dans quel état est le CDP pour les différentes machines virtuelles, l'activité, les consommations de ressources pour tout ça, etc. etc. Puisqu'encore une fois, je l'ai dit, c'est pas pour tous les workloads, pas pour toutes les machines virtuelles, mais vraiment pour les machines qui en ont besoin. Et puis donc j'en reviens à ça. Vous voyez toujours votre petit slider là pour pouvoir vraiment avoir vos RPO très très courts. Et ça marche sur toutes les options de restauration. C'est-à-dire que vous pouvez faire un live mount, un instant recovery, à partir d'un backup qui s'est fait il y a 20 secondes, comme vous pouvez exporter la machine, faire des choses comme ça. Alors, on en vient au sujet du data management. Pourquoi j'ai voulu parler de ça aujourd'hui ?
Bah d'abord parce que quand vous regardez Rubrik, si vous regardez par exemple le Kakemono qui est là-bas sur le stand, vous allez voir Rubrik Cloud Data Management. Or parce que c'est le nom du produit, certes, mais c'est aussi parce que c'est ce que l'on revendique. On fait pas juste de la protection de données, mais du data management. Alors ça veut dire quoi? On a été les premiers à utiliser ce terme-là, Cloud Data Management, dans ce marché de la protection de données. Et bon, on a l'impression que tous nos petits camarades commencent à suivre et à parler de Cloud Data Management. C'est bien parce que ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé, mais concrètement, ça veut dire quoi? Le data management, dans notre marché, en tout cas, il part de la protection de données. C'est pour ça que j'ai voulu en reparler. Maintenant, si vous pensez à la protection de données, au backup, aux données de sauvegarde, les données de sauvegarde, oui, elles servent quand on a un problème. C'est un peu une assurance, si on veut. C'est-à-dire que j'ai perdu quelque chose, je peux me servir de ces données-là pour restaurer cette donnée qui a été perdue. Super, très bien. Sauf que, évidemment, j'ai des besoins de rétention. Donc je stocke ces données à plus ou moins long terme. Ce stockage me coûte de l'argent. Et quand les choses se passent bien et que je n'ai pas besoin de faire beaucoup de restauration, ces données de sauvegarde que je stocke pendant longtemps, bah elles sont dormantes, elles ne me servent pas, mais elles me coûtent toujours de l'argent. Donc l'idée du data management, c'était de se dire, j'ai ces données-là, elles sont stockées, ça me coûte de l'argent, mais c'est quand même de la donnée. Et cette donnée-là, elle pourrait sans doute être utilisée pour faire autre chose. Et donc comment on peut donner de la valeur à cette donnée-là et du coup, de fait, améliorer considérablement notre ROI sur la protection de données. Donc l'idée, c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce que je peux faire de ma donnée de sauvegarde pour lui donner de la valeur. L'un des premiers pas vers le data management, c'est d'être en capacité d'aller chercher ces données de sauvegarde pour en faire à peu près ce que je veux, faire de l'analyse, du reporting, et j'en passe et des meilleurs, du configuration management, peu importe, intégrer ça dans les solutions existantes. Et ça passe par l'automatisation. Donc pour moi, la première brique, le premier pas vers le data management, c'est être en capacité d'aller requêter ces données-là pour en faire à peu près ce que je veux. Et ça, c'est possible avec Rubrik. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit en introduction, on a une architecture API first. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nos équipes de développeurs développent des nouvelles fonctionnalités, d'abord, pour les rendre disponibles, ils créent les endpoints des API pour qu'on puisse les appeler de manière automatisée, puis ils construisent l'interface graphique. Donc l'interface graphique, elle vient dans un deuxième temps. En fait, l'interface graphique que vous avez vue tout à l'heure, ce n'est que le premier consommateur de nos API. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout ce que vous voyez en interface graphique, c'est complètement automatisable. Et plus encore. Donc du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir effectivement venir requêter les données, les exploiter, faire du déploiement automatique bien sûr. On va pouvoir s'interfacer et s'intégrer dans tous ces outils-là. On a parlé de VCD, mais ça peut être du VRO, VRA, ça peut être du ServiceNow. Je peux faire du configuration management avec tous ces outils très connus. Et puis, quand j'ai besoin de faire des choses plus personnalisées, évidemment que je peux appeler les API et faire des calls directement. Et d'ailleurs, je vais vous montrer qu'on a des choses pour faire ça. Hein. Quand je vous dis que l'architecture est vraiment API first, vous allez voir que c'est réel. En fait, sur les clusters, sur tous les clusters Rubrik, on va aller sur... Il est où? Il est là. On va aller sur celui-là. Vous allez voir, je vais ouvrir une autre fenêtre avec la même URL, sauf que je vais changer la fin de l'URL. Donc ça veut dire que c'est le même cluster Rubrik, sauf que je vais aller sur docs/v1. Sans le point, ça marchera mieux. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais arriver en fait sur la documentation de nos API. Toutes nos API sont documentées. Donc on vous dit ce qu'il y a, quels sont les endpoints disponibles, à quoi ça sert, comment ça marche, comment je peux les utiliser, c'est quoi les syntaxes, il y a des exemples, etc. Donc tout ça, ça utilise Redoc, pour ceux qui sont familiers avec ce genre de choses et avec l'automatisation. Donc vous avez vraiment toutes les catégories d'API, par exemple SLA Domain. Vous allez voir ce qu'on peut faire avec ça, vous allez voir des exemples pour pouvoir utiliser ces API et ces endpoints-là. Tout est vraiment documenté. Et puis du coup, quand vous voulez commencer à customiser un petit peu, alors soit juste automatiser votre environnement, soit l'intégrer avec un outil existant, vous allez pouvoir aller ici. Encore une fois, on va changer la fin de l'URL. On va aller sur Playground. Et sans me tromper, ça peut être mieux.
Et ici, en fait, on va arriver sur une interface qui va me permettre de faire des calls API directement. Donc là, je vais vraiment pouvoir browser tous mes endpoints. Là, vous allez voir, par exemple, VMware VM. Voilà. Si je veux faire un get, comment ça se passe? Donc là, vous voyez qu'il y a un certain nombre de variables que vous pouvez mettre. Vous pouvez mettre l'ID du cluster. Alors, si vous voulez pas mettre l'ID, vous mettez juste local pour le cluster sur lequel vous êtes logué, ça suffit. Le nom de la VM, si vous cherchez une VM en particulier. Vous loguez parce qu'il faut quand même s'authentifier. Donc c'est soit avec compte utilisateur mot de passe, soit avec un token, parce qu'on peut générer des tokens. Vous faites try it out là, en bas. Et là, vous allez voir que la requête va être lancée avec du curl. Vous aurez l'URL exact de la requête API, le résultat, le statut HTTP. Pour une requête comme ça, un get, c'est du 200 si c'est réussi. Et vous aurez tout le détail. Donc ça vous permet de voir un peu comment ça se passe, quelle est la syntaxe, comment on l'utilise, qu'est-ce qui est renvoyé comme information par tel ou tel call API. Donc c'est bien. Sauf que, est-ce que, si vous avez de l'intégration ou de l'automatisation à faire, est-ce que vous allez utiliser ça et faire tous les calls API à la main? Sans doute pas. C'est la raison pour laquelle on a en fait un ensemble de SDK. J'en reviens à ça. On a un ensemble de SDK pour différents langages, parce que on sait que tout le monde n'utilise pas les mêmes langages, donc il y a plein de choses. Il y a du Python, il y a du PowerShell, il y a du Ruby, j'en passais des meilleurs. Il y a tout un ensemble de SDK qui sont proposés, qui vont permettre, plutôt que d'appeler directement les API, d'utiliser ces SDK et d'utiliser un langage avec lequel vous êtes familier pour faire les calls aux API. Et donc du coup créer vos propres scripts ou vos propres intégrations. Bon, j'ai parlé plus ou moins de tout ça. Ce que je voudrais... Là où je voudrais en arriver... J'ai mis trop de slides en fait. Là où je voudrais en arriver, c'est ça. C'est que du coup, quand je dis que c'est quelque chose qui est très important pour nous, et pour nos clients bien sûr, c'est qu'on a une véritable initiative open source autour de tout ça. Donc on a un programme et des équipes dédiées chez Rubrik à tout ça. Et ça, c'est ce qui s'appelle donc Rubrik Build. Donc si vous allez sur build.rubrik.com, vous allez voir effectivement que vous allez pouvoir trouver déjà les SDK, la documentation qui va avec, comment démarrer avec tout ça. Et puis des use cases aussi, c'est-à-dire des scripts prédéfinis ou des intégrations prédéfinies. On en a par exemple, j'ai parlé de Viera tout à l'heure. On a une intégration prédéfinie pour ça. On a quelque chose pour ServiceNow. On a des recipes chef. On a des choses aussi pour Puppet. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça que vous allez pouvoir trouver. Tout ça, c'est de l'open source. Donc ça veut dire que non seulement vous pouvez récupérer tout ça, ça c'est le site web, mais en plus de ça, vous pouvez participer. Alors il y a différentes manières de participer. C'est soit je sais coder un petit peu, j'ai envie de le faire, j'ai envie d'aider, je vais tout simplement pouvoir le faire et contribuer et partager mon code. Soit je sais pas faire, et auquel cas, je peux juste créer une issue ou un bug et dire attention là, ça marche, ça devrait pas marcher comme ça, ou là je voudrais pouvoir faire ça, donc faire une espèce de feature request, et juste dire voilà le besoin, voilà le cas d'usage. Et puis derrière, il y a toute une équipe derrière qui va faire en sorte que ça se soit implémenté. C'est quelque chose que je connais pas mal puisque j'ai été dernièrement le manager de cette équipe-là. Et tout ça, c'est open source, c'est communautaire. Donc ce qui est vraiment important, un exemple ici, c'est que quand on pense automatisation API, etc., on n'a pas forcément tout de suite les compétences, sauf si on baigne là-dedans depuis un bout de temps. Et là, vous avez un exemple, Cédric. Il a commencé à faire son premier PR, c'était il y a une erreur dans la doc ou une faute ou un truc dans le genre, et il a créé une issue pour ça sur GitHub, et maintenant c'est son job à temps plein de coder. Donc comme quoi tout est possible. En termes de communauté, il y a plein de choses. Donc le site, je pense que build.rubrik.com, c'est la première chose qu'il faut aller voir. Au-delà de ça, il y a un Slack. Il y a un Slack qui est dédié aussi pour ça. Le deuxième pas vers le data management, nous on va le proposer avec quelque chose qui s'appelle Polaris. Polaris, c'est une plateforme SaaS. Donc ça veut dire que c'est pas quelque chose qu'on installe chez les clients, c'est dans le cloud. Donc il n'y a rien à déployer. Et c'est une plateforme qui va regrouper justement toutes les offres, toutes les propositions de data management qu'on peut faire. Donc ça va fonctionner en fait avec un ensemble d'applications, Polaris.
pour faire différentes choses. La première, ce qui s'appelle GPS, c'est pour faire du management global. J'ai plusieurs clusters dans différents endroits, plusieurs data centers, des sites distants, j'en ai dans le cloud public, etc. GPS me donne une interface centralisée pour tout manager. La deuxième, et ça on va en parler un peu plus, c'est ce qui s'appelle Radar. Et c'est là qu'on rentre réellement dans le data management. L'idée c'est quoi? Je l'ai dit tout à l'heure, on a ces données de sauvegarde, elles sont stockées, ça coûte de l'argent. Comment je peux faire pour donner de la valeur à cette donnée de sauvegarde? L'idée de Radar, ça a été de dire, ok, on a des métadatas qu'on génère parce qu'on indexe quand on fait le backup. L'idée, c'est de dire, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser ces métadatas et on va analyser les différences entre deux snapshots, entre deux backups. Et on va envoyer tout ça à la plateforme Polaris. Alors, c'est juste les différentiels qui sont envoyés, hein. C'est pas les métadatas en tant que tels où il n'y a pas de données clients qui sortent. Et on va appliquer des modèles de machine learning là-dessus pour faire en sorte d'analyser ce qui se passe, quel est le comportement d'un file system déjà, quel comportement normal, comment il bouge, quelle est sa vie. Et du coup, à partir de ça, d'en déduire les comportements anormaux. Donc typiquement, vous avez quelques pouillèmes de modifications par jour sur un filer ou sur une machine virtuelle. Et puis d'un seul coup, vous avez 30% de modifications. C'est peut-être pas normal. Donc là, du coup, on va dire attention, j'ai détecté quelque chose de suspect, donc on va alerter, on va donner la visibilité, on va dire regardez, ce qui s'est passé, c'est sur tel file system, telle machine, tel répertoire, tel fichier, etc. Ça a été supprimé, ajouté, modifié, etc. Chiffré, pas bon. C'est peut-être une attaque ransomware. Donc on va pouvoir vous alerter de tout ça, vous donner la visibilité, et le client, en fait, à partir de là, il va voir que par exemple, il y a tout un ensemble de répertoires ou un share complet qui a été entièrement chiffré, parce qu'il y a eu une attaque ransomware. Et à partir de là, donc on sait quoi, où exactement, très précisément, mais du coup on va aller plus loin que ça, puisque à la base on fait de la data protection, et ben on va dire, voilà, maintenant que je sais ça, à partir de cette vue-là, je vais dire je veux tout restaurer d'un seul coup. Et que ce qui a été impacté. Pas toute la machine si j'ai pas besoin de restaurer toute la machine. Que ce qui a été impacté. Et ça, c'est juste en exploitant les métadatas, en analysant les différences avec du machine learning. Donc ça, c'était le premier exemple. Alors je suis désolé, je passe les détails parce que malheureusement, on arrive à la fin de la session. Mais le deuxième exemple que je voulais donner sur le data management, donc toujours dans cette logique de donner de la valeur à la donnée, c'est ce qu'on appelle Sonar, qu'on a annoncé il n'y a pas longtemps. L'idée est la même dans le principe de fonctionnement. C'est j'exploite les métadatas qu'on génère au moment de l'indexation, mais cette fois-ci, on va les exploiter pour autre chose. En l'occurrence, pour faire quoi? Pour faire de la classification de données. C'est-à-dire qu'on va être en capacité de déterminer, alors je prends ça en premier évidemment, que sur telle share de tel NAS, il y a tant d'informations PII, Personal Identification Information, qui sont stockées. Et en l'occurrence, on n'est pas conforme avec GDPR. Ça va s'appliquer aussi pour tout un tas d'autres réglementations, PCI DSS, IPA, tout un tas de choses comme ça. Vous avez évidemment des modèles prédéfinis avec lesquels vous pouvez aller scanner vos différents workloads. Alors quand je dis scanner, c'est du sans agent, on exploite les données, les métadatas. Hein. Donc il n'y a pas d'agent à déployer pour ça. C'est ça aussi qui est intéressant. Et en l'occurrence, donc le client va savoir qu'il est en conformité ou non avec ces différents types de réglementations, juste en appliquant du machine learning à ces métadatas de sauvegarde. Donc on donne une autre dimension complètement à la donnée de sauvegarde en donnant la capacité de faire cette classification de données. Et donc tout ça c'est dans Polaris. Polaris ça a une interface unique. Je voulais vous la montrer, mais je crois que je vais me faire tirer les oreilles par Noam. Il est pas là encore. Si, je vais vous montrer Polaris quand même. Et donc c'est sur cette plateforme SaaS qu'on vient greffer tout un tas de modules. On a sorti un autre là il y a quelques temps qui est pour la protection d'Office 365 en mode SaaS. On en a annoncé un autre là pour l'orchestration de disaster recovery qui est AppFlows. Donc voilà l'interface Polaris. Donc là vous voyez, vous pouvez aller voir votre inventaire, mais aussi, et c'est ça que je voulais montrer, allez voir les anomalies. Les anomalies détectées. Et vous voyez ici par exemple, j'ai plus de 3000 fichiers qui ont été supprimés et autant quasiment qui ont été créés. Un peu louche. Donc là je peux cliquer sur Investigate Snapshot et là je vais savoir que les modifs elles se sont passées essentiellement sur le C.
dans ce répertoire file shares. Et là, vous voyez tout ça. Et donc, à partir de là, donc là, j'ai des fichiers suspects. Après, quand vous allez voir, ça y est, Noam, il est là, il me rappelle à l'ordre. Vous allez voir dans chaque répertoire, vous aurez la visibilité sur les fichiers. Et là, si on va dedans, on va sans doute voir que les fichiers ont été chiffrés. Je le vois pas. Ouais, point encrypted. Voilà. Et donc, à partir de toutes ces vues-là, si vous remontez là, vous pouvez par exemple sélectionner tout le file share ici, faire next et demander à restaurer tout d'un coup. Mais que ça, parce qu'il n'y a que là qu'il y a eu un impact. C'est pas toute la machine. Ou que les fichiers, ou que certains sous répertoire si vous voulez. Mais on donne cette possibilité-là. Et directement depuis, c'est ça qui est intéressant aussi, depuis l'interface de Polaris, quand vous regardez l'inventaire des machines comme dans l'interface de CDM, juste pour manager la protection de données, vous avez aussi en haut un résumé de l'activité du file system. Ce sont les données qui viennent de Radar en fait. Donc c'est extrêmement bien intégré. Tout est dans la même plateforme. Et ce sera pareil avec Sonar. Donc là, on va vraiment plus loin que juste faire du backup et de la resto et du DR et tout ça. On exploite les métadatas pour donner de la valeur et donc détecter les comportements anormaux sur les file systems. Je parlais d'attaque ransomware parce que malheureusement, c'est devenu trop commun. Mais aussi pour identifier les erreurs humaines. J'ai passé un script sur un ensemble de machines et puis on a oublié de valider une condition et ça m'a supprimé tout un tas de fichiers qu'il ne fallait pas. Bah, je vais le voir aussi ça. Okay. Et puis donc Sonar pour la classification de données. Et puis je vais m'arrêter là parce que il y a Noam là, il est chaud là. Il va venir me voir. En tout cas, je vais finir là-dessus. Moi, c'est ça que le message que je voulais que vous passiez ce matin, c'est qu'effectivement, on est parti de la protection de données, mais avec cette idée en tête de dire la donnée de sauvegarde, on va en faire quelque chose. Et donc, vous voyez, on a deux vrais cas d'usage là avec Radar et Sonar, et on va aller vers plus de choses comme ça à l'avenir, et c'est ça le data management. Data management, c'est pas juste faire du backup. Okay. On va vraiment vers ça de plus en plus. Donc je pense que c'est très intéressant. Si vous avez des questions, que vous avez besoin d'en savoir plus, des problématiques particulières, n'hésitez pas, on a le stand, on est là toute la journée. Et on se fera un plaisir évidemment de répondre à vos questions et d'échanger avec vous. Sur ce, je vous laisse pour la prochaine session. J'espère à tout à l'heure. Merci.